Le matin du Yukon se faufile lentement à travers l'horizon apportant une lumière pâle et meurtrie qui se répand sur la drague abandonnée comme un dévoilement silencieux et réticent. L'énorme machine autrefois symbole imposant de l'ambition minière de Tony Beats est figée dans le silence sous une croûte de givre. Ses godets rouillés sont suspendus au milieu du mouvement, comme si le temps lui-même s'était arrêté au moment précis où le dernier membre de l'équipe s'est éloigné. Le brouillard se faufilait paresseusement entre les poutres d'acier et les échelles grinçantes s'enroulant autour de la drague, comme si elle gardait des secrets destinés à rester intacts. Le groupe qui arrivait à l'aube n'était pas l'équipe minière active de Tony, mais une équipe soigneusement assemblée d'ingénieurs, d'historiens et de documentalistes. Leur présence faisait suite à une découverte faite quelques jours plus tôt lorsqu'un petit glissement de terrain avait arraché une partie de la coque inférieure, révélant un compartiment scellé dont personne ne soupçonnait l'existence. L'appel avait d'abord été adressé aux autorités minières, puis aux producteurs du documentaire, et enfin à Tony lui-même. Il avait écouté sans interruption, n'avait prononcé que quelques mots et avait accordé l'accès à une seule condition. Tout serait documenté, chaque détail enregistré. Tony Beats n'était pas un homme enclin à la spéculation ou au drame, mais même lui admettait que la drague était suffisamment vieille et étrange pour cacher des choses invisibles depuis des générations. Il se tenait sur la crête, surplombant la vallée, alors que l'équipe approchait les bras croisés sur sa poitrine, les yeux fixés sur la machine qu'il avait autrefois rêvé de restaurer. La drague avait failli le briser des années auparavant. Aujourd'hui, elle menaçait de révéler quelque chose qui pourrait remodeler la façon dont son histoire serait racontée. Personne ne parle alors qu'ils atteignent la trappe d'accès. Le métal semble rigide et impitoyable sous des mains gantées assez froides pour mordre. Un historien du nom de Keller s'avance sa voix, porte à la fois le respect et la prudence, en rappelant au groupe que les dragues de cette époque cachaient parfois des coffres forts, oubliaient des boîtes à clés scellées ou des réserves d'urgence laissées par les premiers opérateurs. Mais celle-ci est différente. Le compartiment exposé par l'éboulement a été soudé de l'intérieur. Tony regardait d'en haut son souffle formant des nuages lents et réguliers. Il connaissait la drague intimement. Il avait arpenté ses ponts au cours d'étés interminables et d'hivers brutaux mémorisé ses couloirs rouillés, appris chaque gémissement et chaque bizarrerie. Pourtant, il n'avait jamais rencontré de section scellée à l'intérieur de la coque inférieure. Cela seul l'a troublé. Lorsque l'équipe atteignit la plaque soudée, le métal dépoli par le gel semblait étrangement déplacé. Sa surface semblait plus récente, ses bords plus nets, comme si elle avait été installée des décennies après le reste de la structure. Les ingénieurs échangèrent des regards silencieux. Si le compartiment remontait vraiment au premier jour de l'exploitation des dragues, quelqu'un bien avant Tony s'était donné beaucoup de mal pour cacher ce qui se trouvait à l'intérieur. Personne n'a exprimé cette pensée, mais elle plane lourdement dans l'air gelé. De l'or ou quelque chose qui vaut bien plus. Un chalumeau fut avancé, sa flamme s'animant dans la faible lumière du matin. Le premier sifflement de la chaleur contre le métal résonna dans la vallée, attirant l'attention de Tony vers le bas. Il changea de position, ses bottes crissant dans le gel, tandis que les souvenirs surgissaient. La drague en mouvement, des réparations sans fin, des pièces cassées, de longues nuits à arpenter ses ponts, luttant contre un rêve qui s'était transformé en fardeau. Maintenant, cette même machine murmurait une découverte, et Tony n'était plus sûr de vouloir l'entendre. Le métal s'est ramolli, des étincelles ont jailli. La soudure a cédé avec un gémissement qui a fait trembler le groupe. Une bouffée d'air vicié s'est répandue vers l'extérieur lourde de l'odeur du vieux métal et d'un long enfermement. Keller s'est penché en avant, braquant sa lampe de poche dans l'ouverture alors que la dernière section se détachait. Sa respiration s'est arrêtée. L'intérieur était plus grand que prévu, en forme de voûte étroite aux bords renforcés. Une fine couche de limon recouvrait le sol et le faisceau de sa lumière se reflétait sur quelque chose de métallique, quelque chose délibérément empilé en rangées ordonnées. Tony commença alors à descendre la pente, ses mouvements étant lents et délibérés, comme s'il s'approchait d'une vérité à laquelle il ne s'était pas préparé à faire face. L'équipage s'est écarté lorsqu'il est entré dans l'ombre de la drague. Keller l'a regardé, le visage vidé de ses couleurs. À voix basse, il a dit que le compartiment n'était pas rempli d'outils ou de pièces de rechange, mais de lingots. Il y en a des dizaines. Les yeux de Tony se rétrécirent lorsqu'il entra, ses bottes s'entrechoquant doucement contre le métal.
L'haleine froide du compartiment le frappa en premier, suivi par l'éclat inimitable d'épaisses barres rectangulaires disposées avec une précision presque parfaite. Chacune portait des marques estampillées que personne ne connaissait. L'air semblait se resserrer, alors que l'anticipation remplissait l'espace. Les caméras tournent silencieusement pendant que Tony se penche et soulève une barre sentant son poids même avec des gants épais. Elle est dense, indéniablement le genre de poids qui parle d'un matériau concentré fondu avec intention. Mais les marques ne correspondent à aucune compagnie minière connue du Yukon. Keller murmura que les barres semblaient bien plus anciennes, peut-être antérieures aux registres officiels de la ruée, vers l'or peut-être lié aux premières expéditions européennes ou à des opérations privées jamais documentées. Tony tourna lentement la barre dans ses mains. Sous les mouchetures de rouille, une légère crête émergea profondément enfoncée dans le métal. Elle n'appartenait pas aux mineurs ni aux opérateurs de drague. Il appartenait à quelqu'un qui avait du pouvoir de l'influence et quelque chose à cacher. Puis la prise de conscience se répandit dans le compartiment comme un tremblement de terre silencieux. Il ne s'agissait pas de lingots d'or ordinaires. Ils avaient été fondus selon une méthode qui n'était plus pratiquée, ce qui laissait supposer une pureté et une valeur bien supérieures aux normes modernes. Ils valaient des millions, chuchota Keller. Tony abaissa le bar avec précaution, son regard s'enfonçant dans le compartiment, s'efforçant de comprendre pourquoi quelqu'un dissimulerait une telle fortune, et pourquoi il choisirait sa drague comme cachette. Avant qu'il ne puisse parler, Keller s'est figé. Sa lampe de poche a repéré quelque chose derrière les lingots empilés. Une forme, un conteneur niché dans le coin le plus éloigné à moitié enfoui sous la vase. Ce n'était pas du métal. C'était du bois. Le coffre reposait dans l'ombre, son couvercle incurvé, émergeant lentement tandis que Keller balayait les débris avec un soin délibéré. Des sculptures ornementales couvraient sa surface incroyablement déplacée à l'intérieur d'une machine construite pour le travail industriel. Les motifs se révélaient centimètre par centimètre complexes et cérémoniels, rien à voir avec les symboles indigènes du Yukon ou tout autre insigne minier connu. Les lignes se tordaient et s'entrelaçaient comme des branches formant des boucles avec un rythme délibéré. Tony se tenait silencieusement derrière lui, la respiration régulière, les yeux fixés sur la poitrine, avec la conscience indubitable d'un homme qui a compris la gravité des choses longtemps cachées. L'équipe du documentaire ajusta son équipement, sentant qu'il ne s'agissait plus d'outils oubliés ou de richesses dissimulées. Le bois était remarquablement intact, préservé par l'air froid et scellé. Un loquet métallique fixait le couvercle usé, mais solide. Keller murmura qu'il ne s'agissait pas d'un coffre de mineur. Il semblait plus ancien, presque ancestral, le genre d'artefact transporté à travers les océans par des gens qui gardaient des secrets trop lourds pour être prononcés à voix haute. Tony s'agenouilla à côté de lui, étudiant les sculptures. Il ne reconnaissait pas les symboles, mais leur précision le troublait. Ils n'étaient pas décoratifs, ils étaient intentionnels. Un ingénieur en structure s'approcha prudemment, scrutant les parois du compartiment. À voix basse, il nota que la soudure scellante, cette chambre forte, avait été exécutée avec une précision qui ne correspondait pas au reste de la construction de la drague. Celui qui avait placé le coffre ici avait scellé la chambre à l'aide d'un équipement avancé, probablement des années ou même des décennies après que la drague ait été assemblée pour la première fois. La drague, longtemps abandonnée et considérée comme un rêve raté, était devenue tout autre chose. Un vaisseau non seulement industriel, mais aussi porteur de secrets, qui attendait d'être découvert depuis bien plus longtemps que Tony Beats ne l'aurait jamais imaginé. Cela signifiait que quelqu'un était entré dans la drague bien après qu'elle ait été abandonnée par les mineurs transportant des lingots d'or et un coffre qui n'appartenait à aucune histoire documentée du Yukon. La prise de conscience a traversé l'équipe comme un lent tremblement. Quelqu'un avait utilisé la drague de Tony comme une cachette. Quelqu'un qui faisait plus confiance à l'isolement de la nature sauvage du Yukon qu'à un coffre-fort ou à une banque. Quelqu'un qui voulait que la chambre forte reste fermée pendant très longtemps. Tony s'avança, agrippant le loquet. Il s'arrêta, examinant le coffre de plus près. Une légère entaille sur le couvercle ressemblait presque à un emblème, une couronne stylisée au-dessus d'un bouclier. Keller murmura l'éventualité qui refroidit la pièce. Européen peut-être lié à des expéditions privées ou à des familles qui fuyaient les crises continentales en transportant des richesses à travers les océans. Le Yukon avait toujours attiré les chercheurs de fortune, mais l'histoire laissait aussi entrevoir ceux qui cherchaient à enterrer leurs richesses loin des mains indiscrètes.
Tony resserra sa prise et tira le loquet. Elle résista d'abord, puis céda, avec un claquement métallique qui résonna comme un coup de ciseau sur de la pierre gelée. De la poussière s'éleva tandis qu'il soulevait lentement le couvercle. Toutes les personnes présentes dans le compartiment se penchèrent en avant. À l'intérieur du coffre soigneusement empilé et enveloppé dans du tissu, se trouvaient des documents. Des dizaines d'entre eux, certains scellés à la cire, d'autres reliés par des ficelles tout vieillies, jusqu'à devenir d'un brun cassant. Sous les papiers se trouvaient des objets enveloppés d'un tissu qui avait été blanc, mais qui s'était décoloré jusqu'à prendre la couleur d'un vieux parchemin. Keller s'avance prudemment et soulève la couche supérieure. Il découvre une série de cartes dessinées à la main avec une encre qui a légèrement déteint avec le temps. Elle montre des régions du nord du Canada avec des marques qui ne correspondent pas à la cartographie officielle du gouvernement. Des sentiers cachés, des notations et des symboles en parsemaient les bords. Des routes qui contournaient les montagnes mais ne les traversaient pas. Des routes connues seulement de ceux qui avaient besoin de secrets. Tony fronça les sourcils, reconnaissant l'un des pics. Il avait exploité des mines près de celui-ci des années auparavant, mais les pistes marquées sur la carte n'existaient dans aucun document moderne. L'historien posa 2 cartes côte à côte, son excitation étant tempérée par l'incrédulité. Il expliqua qu'il ne s'agissait pas de repères pour les prospecteurs, mais d'itinéraires de fuite, des lignes de voyage destinées à transporter des marchandises de valeur loin des colonies, à l'abri des regards, dans des territoires reculés où personne ne penserait à regarder. L'équipage enregistra chaque détail, le poids de la découverte prenant de plus en plus d'ampleur. Keller découvrit alors quelque chose d'autre, un grand livre. Ces pages étaient épaisses, soigneusement inscrites avec des noms des biens et des quantités d'or. De nombreux noms étaient violemment barrés comme par quelqu'un en grande détresse. Tony n'en reconnaissait aucun, mais la structure du grand livre ressemblait à une liste de comptes liée à une organisation ou à une famille disparue depuis longtemps des archives publiques. Sous le grand livre se trouvait une liasse de tissu. Keller hésita avant de la déballer. Le tissu se détacha pour révéler un objet de la couleur de l'ivoire délavé au bord renforcé d'or. Un emblème était gravé en son centre, le même symbole de couronne que celui gravé sur le coffret. L'objet était un sceau royal. L'historien chancela légèrement, murmurant que si cet écusson était authentique, les documents contenus dans le coffre appartenaient à une lignée aristocratique européenne que l'on croyait perdue lors de bouleversements politiques des générations plus tôt. Le mystère s'épaississait à chaque respiration. Tony expira brusquement. Il avait déjà trouvé de l'or dans sa vie, mais jamais rien de tel. Une richesse cachée non pas dans des pépites ou des paillettes, mais dans l'histoire, dans les récits de gens qui ont disparu, en ne laissant que des fragments derrière eux. Keller examina le sceau de plus près. Il a dit qu'à lui seul, il pouvait valoir des millions pour les collectionneurs, mais que les documents, les cartes et les lingots d'or combinés suggéraient un trésor d'une valeur inestimable. L'équipage a échangé des regards silencieux, conscient que cette découverte allait remodeler l'héritage de la drague de plage pour toujours. Puis Tony s'est figé. Sa lampe de poche aperçoit quelque chose au fond du coffre. Une seule photographie brunie par l'âge au bord recourbé. Il la soulève avec précaution. L'image montrait un groupe d'hommes debout au bord d'une rivière quelque part qui ressemblait étrangement au Yukon. Ils portaient des vêtements très éloignés des styles locaux et au centre de la photo se trouvait un écusson familier, la même couronne, le même emblème. La voix de Keller est tombée à un murmure. Selon lui, cette photographie suggère que les personnes qui ont caché ces objets ont déjà parcouru le Yukon elles-mêmes. Elle ne fuyait pas le monde, elle l'utilisait. La drague n'avait pas été choisie par hasard, elle avait été choisie comme chambre forte. Tony fixa la photo, son esprit passant en revue toutes les possibilités. Mais avant qu'il ne puisse parler, l'historien a brandi un autre document. Une lettre scellée adressée à quelqu'un dont la poussière avait presque masqué le nom. Et il a lu les mots à haute voix. Ceci doit rester caché. S'il est découvert, les conséquences seront au-delà de l'or. Le compartiment est devenu silencieux. Tony a compris immédiatement. Le trésor contenu dans sa drague n'était pas seulement précieux, il était dangereux. La lettre qui a tout changé. La lettre scellée reposait entre les doigts gantés de Keller comme un fragile morceau de dynamite. Sa cire portait le même écusson que celui imprimé sur le couvercle du coffre et le sceau royal un emblème qui semblait pulser avec un poids historique. Tony sentit l'air se déplacer à l'intérieur du compartiment comme si la drague elle-même comprenait la gravité de ce qui venait de remonter à la surface.
L'équipe du documentaire s'est penchée avec un respect habituellement réservé aux découvertes sacrées. L'historien a pris une respiration prudente puis a glissé une fine lame sous la cire. Celle-ci s'est fissurée avec un bruit qui s'est fait entendre dans l'immobilité. Le papier à l'intérieur était fragile, jauni mais intact. Keller le déplia lentement. Sa voix tremblait pendant qu'il lisait. « Si vous lisez ceci, c'est que la chambre forte a été percée. L'or ne doit jamais retourner à son origine. Il appartient désormais à cette terre, tout comme la vérité que nous avons emportée avec nous. » Il marqua une pause, ses yeux scrutant les lignes suivantes, avec une incrédulité grandissante. « Notre groupe s'est enfui avec des connaissances jugées trop puissantes, trop déstabilisantes. Nous les avons cachées ici loin de ceux qui les utiliseraient. » Tony s'approcha. Son expression se durcit. Il demanda à l'historien à quel savoir la lettre faisait référence. Keller secoua la tête, sa voix se durcissant au fur et à mesure qu'il poursuivait. « Il y a autre chose. On y parle d'individus envoyés pour récupérer l'or et les objets scellés. Il précise que s'ils trouvent de l'argent, ils ne reculeront devant rien pour le récupérer. » L'ingénieur jure sous son souffle ce qui change tout. Ce qui se trouvait à l'intérieur de cette drague n'était pas simplement un trésor. C'était la preuve d'un vol, d'un réseau secret et d'une vérité suffisamment lourde pour pousser des hommes à traverser des océans pour l'enterrer là où seule la nature sauvage garderait son silence. Tony se stabilisa contre le mur d'acier. Il s'attendait à des engrenages rouillés, peut-être à de vieilles fournitures, mais jamais à cela. Jamais une lettre reliant sa drague à une lignée disparue du pouvoir européen. Keller a lu les dernières lignes à haute voix. « Détruisez ce coffre si nécessaire. Si de mauvaises mains le trouvent, l'histoire répétera ses plus grands échecs. » Le compartiment est devenu silencieux. Les mots portaient un avertissement qui transcendait le temps. Les mains de l'historien tremblaient légèrement lorsqu'il replia la lettre, comme s'il craignait qu'elle ne se brise sous sa main. Tony demanda quel type de connaissance pouvait justifier la dissimulation d'un or d'une valeur de plusieurs millions. La richesse ne pousse pas les gens à traverser les continents pour s'enterrer dans la nature. Ce sont les secrets qui le font. L'équipage filme Tony alors qu'il absorbe le poids de la révélation. Il fixe le coffre, les cartes, le registre, le sceau et l'or, essayant de reconstituer l'histoire qui a traversé un océan pour finir dans sa drague. Puis, il remarque quelque chose de coincé sous la lettre. Une deuxième enveloppe plus petite et assombrie par l'âge. La cire était craquelée, les bords effilochés. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait un morceau de parchemin portant une seule ligne écrite à la hâte. La rivière cache plus que la drague. Les yeux de Keller se sont levés. La rivière. La même rivière que la drague avait autrefois travaillé sans relâche. Le même cours d'eau qui a creusé des chemins à travers les terrains miniers de Tony. L'historien a chuchoté que la voûte n'était peut-être qu'une fraction de ce qui avait été caché. La drague aurait pu servir de point de repère, un marqueur pour quelque chose de plus grand enterré ou submergé à proximité. Tony se retourna, scrutant l'intérieur de la drague, comme s'il s'attendait à ce que les murs offrent plus de réponses. Mais l'acier resta silencieux. Le compartiment ne respirait que de l'air froid et le poids d'anciens secrets. L'ingénieur suggéra de fouiller la zone autour de la drague, en particulier près de ses canaux d'exploitation d'origine. Si la lettre était exacte, il pourrait y avoir plus que de l'or éparpillé sur les terres de Tony. Il pourrait y avoir des reliques des documents ou des conteneurs scellés placés délibérément le long de la rivière pour induire en erreur ou cacher d'autres vérités. Tony acquiesça, mais sa mâchoire se serra. Sa famille avait travaillé sur cette terre pendant des années. Il se demanda combien de fois il avait été proche de découvrir ses secrets bien avant ce moment. Combien de fois il était passé à côté d'histoires enfouies sans le savoir. L'équipe sortit du compartiment l'une après l'autre. La photographie, le sceau et les cartes sont soigneusement rangés dans des étuis de protection. À l'extérieur, la lumière du Yukon s'est intensifiée, traversant le brouillard et révélant la drague dans sa silhouette métallique. Le vent s'est levé, entraînant un faible gémissement dans la structure abandonnée, comme si elle n'appréciait pas d'être réveillée. Tony se tenait à la base de la drague, regardant le lit de la rivière en contrebas. L'eau était basse, sa surface craquelée par de fines couches de glace. Keller s'approcha de lui, parlant à voix basse. Selon lui, les marques sur la carte suggéraient de nombreux endroits le long de la rivière où les expéditions auraient pu stocker ou détourner des objets précieux ou dangereux. Tony n'a d'abord rien dit. Il a observé le lent mouvement de l'eau traçant la ligne où la lumière du soleil touchait la glace. Après un long moment, il déclara qu'il chercherait d'abord en aval. C'est là que la drague avait déterré la plupart de ses matériaux lourds, il y a des décennies. Si la rivière en cachait d'autres, c'était par là qu'il fallait commencer.
L'équipage suivit Tony le long de la rive. La neige crissait sous leurs bottes, le seul son étant le faible craquement de la glace en mouvement. L'historien déplia l'une des cartes comparant les marques dessinées à la main avec le terrain moderne. Un symbole répété plusieurs fois un cercle avec 3 lignes qui se croisent. Keller dit qu'il pourrait indiquer un point de chute ou un lieu de sépulture. Ils atteignent un coude de la rivière où l'eau s'accumule plus profondément. L'ingénieur scrute la berge et s'arrête soudain. Une arête métallique dépasse de la boue à peine visible sous les racines et la glace. Keller s'agenouille balayant la terre. Plus de métal émergea, pas un rocher, pas un débris, un conteneur. Tony le fixa les battements de son cœur réguliers mais puissants. La drague n'avait pas été le seul coffre-fort. C'est plus important que ce qu'il craignait, plus important que n'importe quelle histoire de ruée vers l'or jamais racontée, et l'avertissement de la lettre résonne dans son esprit. Les conséquences ne se limiteront pas alors. La rivière se souvient. Le conteneur creusé dans la berge résista d'abord têtu dans son enfouissement, comme si la rivière elle-même s'accrochait à ce qu'il contenait. Tony et l'équipe travaillèrent méthodiquement, les mains engourdies par le froid, le souffle flottant en rapides bouffées blanches. Lorsqu'ils parvinrent enfin à dégager la boue et la glace, l'enveloppe métallique révéla un emblème estampillé correspondant à l'écusson sur le seau du coffre. Keller jura doucement. Il ne s'agissait pas d'une cachette occasionnelle, mais d'un placement délibéré d'une chaîne de cache disposée le long de l'eau pour ceux qui savaient lire les vieilles cartes. Tony regarda le conteneur et sentit un changement dans sa poitrine. Il s'attendait à plus de barres. Au lieu de cela, le couvercle s'ouvrit sur des paquets enveloppés dans de la toile cirée de petites boîtes en bois et une sacoche en cuir serrée par une corde. La sacoche contenait des documents aussi fragiles que la lettre à l'intérieur de la drague. Chaque pièce portait la marque d'une main attentive et d'un objectif qui dépassait la rive. Ils ont tout photographié, catalogué et scellé les éléments sensibles dans des étuis de protection. L'ingénieur vérifie la corrosion et l'intégrité structurelle du conteneur, tandis que Keller examine les documents à la loupe. Une carte montre une route à travers l'océan marquée de dates et de noms, une autre, une liste de transactions nommant des îles et des partenaires commerciaux depuis longtemps oubliés par l'histoire. Le grand livre correspond aux entrées du coffre, indiquant un mouvement coordonné de richesses et d'informations s'étendant sur plusieurs générations. Il ne s'agissait pas d'une simple fortune perdue, mais d'une délocalisation organisée d'une ligne de vie secrète entretenue par des personnes qui s'attendaient à être poursuivies. La nouvelle s'est répandue rapidement. En fin d'après-midi, le site a attiré l'attention au-delà de l'équipe immédiate. Un journaliste local est arrivé essoufflé de la colonie la plus proche, posant des questions avec un appétit de reporter qui ressemblait presque à celui d'un prédateur. Tony n'a pas répondu aux questions les adressant à Keller. Il a ressenti la pression de la curiosité du public comme une corde tendue. Les autorités minières ont convoqué une conférence. Un archéologue régional a demandé des échantillons. Un conseiller juridique a parlé de la chaîne de possession et des revendications. Chaque appel téléphonique a rappelé à Tony que dès que ce coffre serait rendu public, il appartiendrait à de nombreuses mains, au gouvernement, aux descendants, et peut-être à des revendicateurs aux motivations plus sombres. Ce soir-là, ils ont établi un périmètre de sécurité temporaire. Des lampes ont brillé sur des trépieds et 2 rangers sont restés toute la nuit. Tony a fait les 100 pas sur le pont principal de la drague, écoutant la lente pulsation de la rivière. Il pensa à la lettre qui l'avertissait des conséquences au-delà de l'or. Il pensa aux hommes qui traversaient les océans pour enterrer des richesses et se demandait jusqu'où leurs descendants pourraient aller pour les récupérer. La drague avait été un tombeau et un phare pour quelque chose de plus grand que son ambition. Il se sentait responsable d'une manière qui n'avait rien à voir avec le profit. Au crépuscule, le producteur a demandé s'il fallait arrêter le tournage. Tony a dit non. L'histoire avait besoin d'yeux, mais il voulait de la retenue. Il a accepté qu'une caméra soit braquée sur le périmètre pendant la nuit et une autre sur l'écoutille de la drague. L'équipe s'est pliée à l'exercice, les masques du professionnalisme couvrant l'inquiétude. Il comprenait les enjeux, une telle découverte attirerait non seulement les historiens, mais aussi les marchands de secrets et de violence. Peu après minuit, la première alarme retentit dans le camp. Les détecteurs de mouvement s'allumèrent en rouge sur le moniteur. Tony courut rejoignant les rangers qui balayaient le périmètre avec des lampes de poche. Ils trouvèrent des empreintes de pas dans la berge molle, en dessous de la drague, des empreintes qui s'éloignaient de la rivière et revenaient vers la ligne d'arbres. Trop grande pour une botte de chasseur local, trop maquillée pour un simple passant. Les gardes forestiers ont trouvé des traces d'une corde et d'un câble traînés dans le givre.
Quelqu'un s'est approché avec intention et habileté. Keller resserra son écharpe et suggéra que les empreintes avaient été faites par des gens qui connaissaient la rive et les angles morts de la drague. Tony se doutait de la même chose. Il ne s'agissait pas d'une fouille au hasard. Il s'agissait d'une récupération organisée. Il se sentait soudain exposé comme si les anciens propriétaires du sceau n'avaient pas entièrement disparu, mais avaient laissé des héritiers qui veillaient. Ils ont renforcé la sécurité, accueilli des gardes forestiers supplémentaires et placé les objets les plus sensibles dans une valise de transport qui pouvait être transportée par avion dès les premières lueurs de l'aube. Tony a décliné les appels à faire intervenir immédiatement les forces de l'ordre fédéral. Il craignait que l'argent ne soit saisi, qu'il ne fasse l'objet de poursuites judiciaires, ou pire qu'il n'ouvre la porte à ceux qui suivraient les voies légales vers la violence. Au lieu de cela, il prévoyait de contrôler la première narration et les premiers mouvements. Si les gens venaient, il voulait gérer le déroulement de la découverte. À l'aube, un hélicoptère a décrit des cercles, mais n'a pas atterri. Un homme en costume a observé la scène à une distance sûre. Sa présence imprègne l'air d'un parfum d'officialité. Il se présente par un nom qui ne dit rien à Tony au début, puis il dit qu'il représente un avant-poste d'une agence plus importante qui se préoccupe du patrimoine culturel et de la sécurité nationale. Il a demandé à ce que les objets soient conservés et testés immédiatement. Tony a écouté sentant le poids des décisions dans le métal froid. Il a accepté de coopérer, mais a insisté pour attendre l'avis de son avocat. L'homme en costume eut un mince sourire et déclara que l'agence accélérerait les choses. Tony n'aimait pas qu'on lui dise que la rapidité était une vertu ici. La rapidité favorisait ceux qui pouvaient déplacer de l'argent et de l'influence sans avoir de racines dans le pays. Au fur et à mesure que le soleil monte, d'autres personnes se rassemblent près de la drague. Keller plaide en faveur d'une transparence totale, l'archéologue préconise la préservation et le conseiller juridique rédige des documents de protection afin d'éviter une saisie précipitée. Tony observait sentant les tiraillements qui suivaient toujours une découverte de valeur. Il pesa à nouveau l'avertissement de la lettre. Qui avait enterré ces choses et pourquoi leurs descendants viendraient-ils maintenant? Il imagina des hommes avec des revendications et des hommes sans scrupules convergeant vers la rivière. Dans l'après-midi, une demande concurrente est arrivée de la part d'un groupe d'intérêt privé qui revendiquait des droits historiques sur les matériaux trouvés sur la propriété. Ils se sont déplacés poliment factures et provenances en main, demandant une réduction en échange du silence et de la sécurité. La mâchoire de Tony s'est resserrée. Il leur dit que le site était sous protection temporaire et que toute réclamation serait traitée légalement. Les hommes privés partirent avec des sourires crispés et la promesse qu'ils reviendraient avec une représentation. Cette nuit-là, alors que les lanternes crachotaient et que la température chutait, Tony s'assit seul sur la rambarde rouillée de la drague, pensant aux hommes de la photo et aux mots sévères de la lettre. La rivière s'est souvenue de ce que les gens ont essayé d'enterrer. Aujourd'hui, les descendants de cette mémoire se réveillent. Il a enfin compris que l'or n'était qu'un fragment d'une histoire plus vaste qui avait été transportée à travers les océans et caché sous ses pieds. Il comprenait aussi le danger si de mauvaises mains apprenaient à lire les vieilles cartes. Les conséquences seraient sans nom. Dans l'obscurité, la drague grinçait doucement s'enfonçant dans la terre qui avait gardé son secret pendant si longtemps. Au-dessus de lui, les étoiles étaient nettes indifférentes. Tony les fixa et résolut de protéger cette découverte non pas pour le seul profit, mais pour empêcher que ce qu'elle recouvrait ne devienne un catalyseur de malheur. Il recueillerait les faits, contrôlerait la diffusion et fixerait des limites, mais un nœud se resserra dans ses entrailles. Il savait que cette résolution amènerait des hommes avec de l'argent du pouvoir et des histoires qu'il ne pouvait pas encore comprendre. La rivière avait parlé. Maintenant, d'autres allaient l'écouter. La paix de la vérité. Le matin est revenu avec un froid bleu dur qui a fait briller la rivière comme du verre. Une fine brume s'est accrochée à la drague, adoucissant ses lignes rouillées comme si la machine essayait de se cacher à nouveau, mais le monde avait déjà changé. Tony se tenait sur le pont avant le lever du soleil, regardant les caisses de transport, qui contenaient maintenant le coffre, les cartes, les lettres et le conteneur de la rive. Il pouvait sentir le poids de ces objets dans l'air plus lourd que les millions qu'ils pouvaient valoir. Il portait des histoires des migrations, des trahisons et des avertissements gravés sur du papier plus vieux que tout ce qu'il s'attendait à trouver au cours de sa vie. Derrière lui, l'équipe se prépare tranquillement se déplaçant avec la concentration contenue de personnes qui ont compris que tout ce qui les entoure est devenu plus dangereux qu'elles n'ont jamais voulu l'affronter. Keller s'approche un thermos à la main
et le visage marqué par les heures d'insomnie. Il explique qu'après avoir comparé plusieurs cartes pendant la nuit, il est convaincu que la drague a été positionnée intentionnellement à proximité d'un réseau de points de chute. Les personnes qui avaient laissé le coffre avaient calculé les mouvements de la rivière, la trajectoire de la drague et l'éloignement du terrain, avec une précision qui impliquait une planification à long terme. Ils n'avaient pas dispersé des caches au hasard, ils avaient créé un système. Tony absorba cela tranquillement. Il avait passé des années à parcourir le Yukon à la recherche d'or, mais il n'avait jamais imaginé que des siècles avant lui, d'autres avaient choisi cette même vallée pour cacher quelque chose de bien plus volatile que la richesse. L'historien a ajouté que certaines marques sur les documents ressemblaient à des codes utilisés par des groupes dissidents lors de bouleversements politiques en Europe. Selon lui, le secret suggère que le trésor n'a pas simplement été volé, mais qu'il a été délibérément retiré pour éviter qu'il ne soit utilisé par des mains oppressives. La mâchoire de Tony se serra. Il comprenait la cupidité, la rivalité et l'ambition, mais il comprenait aussi la peur. La lettre avait parlé de conséquences au-delà de l'or. En milieu de matinée, des véhicules sont apparus sur la crête. Ni les gardes forestiers, ni les archéologues. Ce sont des SUV noirs qui se déplacent avec l'assurance d'hommes qui s'attendent à une coopération par défaut. L'homme en costume sort le premier accompagné de deux autres. Il annonce que l'agence a accéléré son autorité et qu'elle prend désormais le contrôle de tout ce qui a été récupéré. Son ton n'était pas hostile, mais il laissait transparaître une attente tranquille de reddition. Tony s'avança lentement, s'arrêtant entre la drague et les fonctionnaires qui arrivaient. Il n'éleva pas la voix. Il a simplement dit à l'homme que rien ne serait déplacé ou cédé tant qu'un conseiller juridique ne serait pas arrivé, et que les mineurs dont les terres avaient livré le trésor n'auraient pas un droit de regard total. L'homme au costume a souri comme un avocat sourit lorsqu'un témoin a dit quelque chose de gênant, mais hors de propos. Il a rappelé à Tony que le droit du patrimoine l'emportait sur les droits de propriété dans les affaires d'importance internationale. Avant que Tony ne puisse répondre, Keller s'avança à côté de lui. L'historien brandit l'une des caisses scellées et déclara clairement que le fait de retirer les objets sans les avoir examinés et documentés correctement pourrait endommager des archives vieilles de plusieurs siècles. Il insista sur le fait que la caisse et les documents étaient sous leur garde maintenant, et que jusqu'à ce que les procédures appropriées aient été finalisées, rien ne devait être pris. Le conflit s'est installé sur la rivière comme une nouvelle couche de gel. Les gardes forestiers sont restés incertains, coincés entre l'obéissance administrative et la réalité indéniable qu'ils venaient d'assister à un événement sans précédent. L'équipe du documentaire a tenu ses caméras à l'écart, comprenant que le fait de les pointer maintenant sur les officiels pourrait provoquer des complications qu'ils n'étaient pas préparés à gérer. Tony se tourne vers l'homme en costume et lui pose une question simple: si ce trésor est si dangereux, si le récupérer a des conséquences, pourquoi le veut-il de toute urgence? La réponse de l'homme est mesurée, les objets représentent une valeur culturelle et une nécessité historique. Mais Tony entendit quelque chose sous l'explication polie. Le désir. Peut-être pas celui de l'homme, mais le désir de ceux qui étaient au-dessus de lui. Des gens qui vivaient loin du Yukon et qui se souciaient peu de la terre mais beaucoup du pouvoir. Il sentit la drague grincer derrière lui comme pour faire écho à son malaise. Un ranger l'interrompit, annonçant du mouvement dans les arbres. Plusieurs silhouettes sont apparues vêtues de vêtements de froid, mais dépourvues d'insignes officiels. Elles n'étaient pas là pour faire de l'archéologie, elles n'étaient pas des journalistes. Le groupe privé que Tony avait refusé la veille était revenu cette fois avec plus d'hommes. Leur porte-parole présenta de maigres excuses pour leur arrivée inopinée et demanda une négociation immédiate pour la garde partagée de la découverte. Ces mots étaient polis, mais la tension autour de lui ne l'était pas. Tony reconnut leur regard, celui d'hommes qui ne s'attendaient pas à repartir les mains vides. L'homme en costume se raidit. Les deux groupes se regardèrent avec des expressions prudentes, chacun ayant l'intention de convaincre Tony de remettre le coffre et les caisses. Tony réalisa que la rivière lui avait offert un choix qu'il n'avait jamais cherché. S'il remettait le trésor à un groupe, l'autre le contesterait. S'il résistait aux deux, le conflit pourrait dégénérer en quelque chose de bien plus dangereux qu'une dispute juridique. La drague se tenait entre eux comme une relique, absorbant le poids des siècles. Tony prit sa décision. Il a levé la main sur les gardes forestiers et leur a demandé de sécuriser les caisses à l'intérieur de la drague jusqu'à l'arrivée de l'autorité compétente et non d'une autorité présumée. Il a dit au groupe privé que les négociations n'auraient pas lieu sur la rive.
Il a dit aux fonctionnaires que personne ne prendrait quoi que ce soit tant qu'il n'aurait pas la garantie que la découverte ne finirait pas enfouie dans la bureaucratie ou dans des coffres forts privés. À la surprise générale, Keller s'avance à nouveau brandissant la photographie trouvée à l'intérieur du coffre. Il explique que les hommes sur la photo étaient des pionniers, des protecteurs du savoir et non des voleurs. Il précise que le but du trésor était la préservation et non l'exploitation. Il a exhorté toutes les personnes présentes à comprendre que quels qu'aient été les premiers propriétaires, ils avaient fait confiance à la nature sauvage, plus qu'à n'importe quelle institution. Il leur a demandé s'ils avaient vraiment l'intention de répéter les erreurs que ces hommes avaient fuies. Le silence s'est installé. Même les fonctionnaires hésitent. Tony s'approche de la drague, pose une main sur son acier froid. Il parle à voix basse, mais tout le monde l'entend. Il a dit que le Yukon avait une façon de choisir ce qu'il révélait, et quand il le révélait. Il a dit que rien dans cette drague n'avait été trouvé par hasard. Il a dit qu'il honorerait l'histoire de la Terre, même si cela signifiait se battre contre des hommes qui ne voyaient que le profit ou l'effet de levier. Le conflit n'a pas dégénéré en chaos, mais il ne s'est pas résolu non plus. Les fonctionnaires se sont retirés pour l'instant. Le groupe privé est parti en promettant de revenir avec des avocats. Les rangers restèrent confus, mais protecteurs. Tony expira lentement. Il savait que ce n'était que le début. La nuit est revenue avec un crépuscule orangé, alors que le Yukon avalait les dernières strass du jour. Tony est resté sur le pont longtemps, après que les autres se soient reposés, écoutant le pouls silencieux du fleuve. La structure rouillée de la drague semblait respirer à côté de lui, lourde de secrets nouvellement déterrés. Il savait que les découvertes cachées dans son ventre valaient des millions, mais il savait aussi que la vérité valait bien plus, et que le coût de sa protection ne faisait que commencer. Si cette découverte vous a laissé pantois, abonnez-vous pour découvrir d'autres vérités enfouies sous la surface des frontières les plus sauvages du monde. Partagez vos réflexions, participez à la conversation et aidez à élucider les mystères qui façonnent l'héritage de la ruée vers l'or. La drague a parlé et l'histoire est loin d'être terminée.